Connaissance, recherche, sciences, des sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Donc, on en déduit dans ce cas de figure un problème bien posé dans lequel le potentiel V0 connu, c'est une formule qui est un peu non standard, qui vous dit que V0 chapeau est donné par 2 fois xi2 divisé par axi. Ah, c'est parfait. Opération pensée en dimension 1 ou égale l'identité, ça fait 1. Donc ça, c'est un très bon multiplicateur. Ensuite, vous avez 1 moins e puissance moins 2t dt xi2 moins 1, qui est également très bon. Il est parfaitement défini. Et enfin, ce que vous avez, c'est n1 chapeau e puissance moins xi2 grand t, c'est-à-dire la solution libre de l'équation de la chaleur par rapport à la condition n1, moins n0 chapeau. Donc ça, c'est l'erreur que vous faites en résolvant l'équation de la chaleur backward et en comparant avec ce que vous voulez. Et le potentiel, il est donné par cette formule en Fourier qui fait que si n1 et n0 sont réguliers, V0 est régulier. Ça se lit sur cette formule de Fourier. Donc, le problème bien posé. Mais on voit bien aussi que c'est non standard. Hein. Ce n'est pas un multiplicateur de Fourier tout à fait habituel. Donc déjà, le problème, on voit qu'effectivement, ça paraît bizarroïde, mais ça marche bien. Donc le problème, il est effectivement bien posé lorsque A est égal à 0. Alors lorsque A est positif ou nul, reprenons le calcul, mais je vais m'y reprendre un peu mieux. C'est très bien. Lorsque A est strictement positif, je vais m'y prendre un peu mieux en écrivant que dv chapeau plus xi2 v chapeau est égal à A et n chapeau. Et puis, je n'ai pas le choix, c'est que je vais reporter dans la deuxième équation, je vais écrire d sur dt de an chapeau, puisque le problème, c'est en v qui me préoccupe. Donc, dn chapeau, dan chapeau sur dt, moins xi2 an chapeau, moins axe xi, v chapeau est égal à 0, et je vais remplacer an chapeau par la formule précédente, auquel cas je vais trouver d de v chapeau sur dt2. Bien. Ensuite, plus xi2 dv chapeau sur dt. Bien. Alors, moins xi2 a n chapeau, moins xi2 dv chapeau sur dt. Donc ça part. Moins xi4 v chapeau. Plus axe xi v chapeau. Je m'écarte toujours parce que j'ai toujours le risque. Oui, c'est ça. C'est un Laplacien au carré, donc c'est normal. Hein? Il y a un non, c'est par un A. Il y a un petit A, mais c'est pas. Je vois pas de. Pardonne-moi, mais je ne vois pas de xi2 en plus, parce que ça c'est AN chapeau.
Le xi2, il y est là, hein, déjà. Et puis après, je remplace... Il n'y a pas de n, hein, donc je ne sais pas. Il y a un terme qui manque ou pas? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui te préoccupe, Rémi? J'ai un xi4 parce qu'il y a un Laplacien dans l'équation en V et j'ai un Laplacien en n. Donc lorsque je remplace n par dv sur dt plus Laplacien v, je vais avoir un Laplacien au carré, tandis que ça, c'est que j'ai qu'un Laplacien. Donc j'ai un Laplacien au carré et un Laplacien. Ce n'est pas un problème du deuxième ordre, c'est un problème du quatrième ordre, c'est un problème de calcul des variations avec des dérivées secondes. Donc fondamentalement, ces jeux de champ moyen, c'est des problèmes du quatrième ordre. Hein. Très particulier, très non linéaire. Bon. Et je n'ai pas de condition aux limites, mais en revanche, ce que je connais, c'est dv chapeau sur dt plus xi2v chapeau donné en t égale à 0 et en t égale à grand T. Bon, alors pour vérifier qu'un problème comme ceci est bien posé, on n'a pas trop le choix. J'ai une équation du second ordre avec des conditions aux limites au debout. Bon, par des histoires de résonance, la question est de savoir si ça marche ou pas, mais ça, ce n'est pas encore trop le problème. J'essaie d'éviter... mais on voit bien que ce qui peut être dangereux en termes d'existence, sur l'unicité, on ne se fait pas de souci, parce que l'unicité, on sait déjà que lorsqu'on a les bons signes sur A, la démonstration de l'unicité prouve que le problème linéarisé il est bien injectif. Donc le problème, c'est la surjectivité. C'est est-ce que je peux trouver une solution? Et pour trouver une solution, ben, il ne faut pas que j'ai des multiplicateurs de Fourier qui soient violemment non bornés quand xi devient grand. Donc en fait, la difficulté, c'est quand xi est grand. Okay, c'est les hautes fréquences. Les basses fréquences, ça n'entraîne pas d'irrégularité. Donc si xi est grand, ben, vous voyez que le terme prépondérant, c'est en xi4. De sorte que pour l'existence de ce problème-là, du problème linéarisé, la convexité de A n'est pas absolument cruciale. C'est un effet de Laplacien. Mais pour l'unicité, en revanche, ça l'est. Je vous remontrerai les questions d'unicité dans un instant, vues sur le problème linéarisé, qu'on voit bien à nouveau pourquoi ça marche. Alors, si je prends maintenant xi grand, et que je baptise lambda égale la racine carrée de xi4 moins a xi, évidemment, a égale à 0, c'est particulièrement simple. Hein. Bon. OK. Donc on a V chapeau tt qui est égal à lambda carré. Hein, j'ai 2 de V chapeau sur dt2 qui est égal à lambda carré V chapeau. En d'autres termes, V chapeau est égal à V0 chapeau CH racine CH de lambda t, avec les notations évidentes de la condition et limite. Et puis, quelque chose que je vais baptiser V1 chapeau, qui est lié à la dérivée modulo 1 lambda, et CH de lambda t. Bon. Et maintenant, que sais-je? Je connais dv chapeau plus xi2v chapeau en t. Bon. Donc dv chapeau sur dt, il n'y a pas le choix, égale lambda v0 chapeau
SH lambda T et lambda V1 chapeau SH lambda T. CH lambda T. Bon. Et maintenant, écoutez, on additionne tout. Alors, en 0, dV chapeau sur dt, ça me fait lambda V1 chapeau plus xi2 V0 chapeau qui est égal à quelque chose, un flux, je vais baptiser F0 chapeau. OK. Donc ça, c'est une première équation. Et ce flux, c'est la transformée de Fourier, vous voyez bien, c'est la transformée de Fourier de CA N0 chapeau. Donc c'est des machins réguliers. De notre côté, en T égale grand T, j'en déduis que V0 chapeau lambda SH lambda T plus lambda V1 chapeau CH lambda T. Bon. Ouais. Alors ça, c'est mon dV chapeau sur dt, plus xi2 V chapeau, plus xi2 V0 chapeau pour CH lambda T. Puis après, je vais faire des asymptotiques pour qu'on voit bien à quoi ressemblent les choses. Plus xi2 V0 chapeau CH lambda T, plus xi2 et un chapeau. Alors, vous voyez déjà avec des xi, alors vous auriez en plus des 2π qui flottent et des k carrés. Alors, c'est déjà pénible, mais alors ça... F1 chapeau. Bon, on est presque au bout de nos peines. Hein? Pourquoi ça fait des sinus? Mais non, ça fait des CH. C'est lambda 2, il y a moins que C4. C'est un moins que C4. Et le moins que C4, il est naturel, parce que le d sur dt ici, c'est le carré de cet opérateur. C'est d sur dt plus nu laplacien par d sur dt moins nu laplacien. Donc ça fait du d2 sur dt2 moins nu carré laplacien au carré. Donc c'est du d2 sur dt2 moins laplacien au carré. Donc c'est bien du d2 sur dt2 moins que C4. Bon. Et moi j'ai toujours le souvenir dans ce calcul que c'est des CH qui sortent et des... et pas des sinus. Donc ça colle. C'est mon souvenir et le calcul. Bon. Ça prouve rien, parce que je peux avoir fait plusieurs fois des erreurs de calcul. Alors, donc, bon, il y a un moment donné où il faut s'arrêter de faire des calculs idiots et un peu réfléchir. Je crois qu'il est grand temps. Et l'idée, c'est de dire, au fond, comme xi est grand, à quoi ressemblent ces différents termes? CH et SH, si xi est grand, ils ressemblent à exponentiel. À un terme qui est... Et vous voyez que j'ai des exponentielles plus, des exponentielles moins et des termes en xi2. Bon, si je garde les exponentielles plus et les xi2, les exponentielles moins, elles, sont complètement négligeables. Donc, je me permets de remplacer tous les CH qui sont là par un F1 chapeau qui va être multiplié d'ailleurs par, parce qu'il y a un demi normalement, il y a un 2F1 chapeau et un e puissance moins lambda xi de t. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement sympathique. Alors là, d'un coup, les choses sont quand même beaucoup plus agréables. Alors, ce n'est pas égal, mais c'est semblable. Et c'est égal plus des termes qui sont des peanuts. Et donc là maintenant, il suffit d'être sûr pour que le problème soit bien posé. Il suffit d'être sûr que je peux inverser ce système de 2. Vous voyez quand le deuxième, c'est lambda plus xi2
Oui, ça c'est bon. Lambda plus xi2 V0 chapeau plus V1 chapeau. Donc je récapitule. J'ai lambda V1 chapeau plus xi2 V0 chapeau qui est égal à F0 chapeau. Et j'ai V0 chapeau. Ouais. Et d'ailleurs, le lambda, qu'est-ce que je peux en dire? Le lambda, il se comporte comme du xi2, hein, d'ailleurs. Hein? Toujours à des termes d'ordre inférieur près. Donc, fondamentalement, c'est comme si j'avais V1 chapeau plus. Ouais, mais là, il faut quand même qu'il y ait un moment donné, il faut que je fasse un peu attention dans ce développement à la limite. Donc là, il faut que je me fasse un tout petit peu attention, parce que si je me souviens bien, il y a un truc qui marche, mais à des exponentiels près. Lambda plus xi2 V1 chapeau plus lambda plus xi2 V0 chapeau ouais. Égale quelque chose que je vais baptiser G1 chapeau. Et donc tout le second membre qui est là. Et puis là, bon, je vais éliminer pour trouver le V1. Et vous voyez que si j'ai un V1 qui est agréable ou un V0 qui est agréable, la différence, c'est quoi? Comme c'est du xi2, ça veut dire que du V1 chapeau, c'est comme moins V0 chapeau, plus un 1 sur xi2, F0 chapeau. Alors le 1 sur xi2, F0 chapeau, il faut faire un peu attention. Alors, pourquoi il n'y a pas de problème pour diviser 1 sur xi2, F0 chapeau, ou faire des 1 sur xi2, F1 chapeau? Pourquoi ces deux termes sont OK et très réguliers? C'est parce que les F0 et F1 sont à moyenne nulle. Les F0 et F1 sont à moyenne nulle parce que c'est N0 et N1. Et N0 et N1, c'est bien pris comme étant des choses à moyenne nulle. Donc, si c'est à moyenne nulle, les transformés de Fourier s'annulent près de 0. Et donc, dans leur développement limité, elles commencent en xi2. Donc, c'est bon, la division par xi2. Vous voyez que les choses, quand même, ça marche, mais ça marche juste. C'est un peu différent. Vous voyez que c'est d'ailleurs pas exactement le même calcul que précédemment. Hein? Le cas égal à 0 est très particulier. Ça marche un peu moins bien lorsque A est strictement positif. Hein? Mais ce n'est pas surprenant. Alors donc, une fois qu'on a ceci, on multiplie la première équation par lambda, on va éliminer les V0 chapeau, par lambda plus xi2, la deuxième par xi2. Et donc, je vais récupérer que lambda plus xi2, lambda moins xi2, alors lambda plus xi2, je fais trop vite. Je multiplie ça par lambda plus xi2, pardonnez-moi. Je multiplie ça par lambda plus xi2. Je multiplie ici par xi2. Et donc, ça fait bien lambda moins xi2 V1 chapeau égale F0 chapeau moins G1 chapeau. Et voilà comment je détermine V1 chapeau. Alors, donc, il faut que je regarde le terme lambda moins xi2, parce que, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je remplace lambda par xi2. Sinon, j'aurais un problème. Donc, lambda va se comporter comme xi2, mais typiquement, il va se comporter comme xi2 facteur de racine de 1, pensez à moins a, et je vais prendre xi2 pour grand A égale l'identité. Donc, ça vous fait du 1 moins a sur 2 xi2, hein, en semblable. Lambda, il est semblable à ça. Il est donc semblable à ceci. Et donc, ça fait bien xi2. Et le deuxième terme, il est très agréable parce qu'il est borné. Donc, ça fait un moins a sur 2. Et donc, ça veut dire que le lambda moins xi2, lui, il a le bon goût d'être moins a sur 2. Et a est strictement positif. Donc, celui-là, il est très bon. Et donc, à nouveau, je suis en train de diviser F0 chapeau ou G1 chapeau par du xi2.
Et ça, j'ai le droit, c'est la remarque précédente, parce que c'est le moyenne nulle. Bon. Alors, la moralité de l'affaire, c'est que le cas A égale à 0, on a vu le calcul assez facile, on avait une solution explicite. Le cas A strictement positif, ben, on augmente le couplage, et le problème linéarisé, ben, il marche bien, mais c'est plus compliqué. Alors, est-ce que c'est révélateur du fait que le problème soit plus difficile ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est frappant. Alors, donc, vous faites le calcul. Je vous épargne énormément de détails, mais le problème, effectivement, est bien posé pour xi grand. Et donc, de ce fait-là, il n'y a pas de problème d'indétermination à haute fréquence. Bon, ensuite, à basse fréquence, on fait le calcul et on s'aperçoit que le problème est également bien posé. On fait le calcul monstrueux parce qu'en plus, les racines peuvent devenir imaginaires, donc il faut faire gaffe à ce qu'on raconte. Bon. Mais fondamentalement, c'est le même type de calcul. Mais pour vous montrer aussi que le problème est bien posé, en tout cas, vérifions l'unicité. Donc, voilà le petit calcul que je voulais, enfin petit. Voilà l'essentiel du calcul que je voulais vous montrer. Mais vous voyez que, bon, il faut faire même attention dans le développement limité. À un moment donné, je vous ai dit, je prends lambda égale xi2. Si j'avais pris lambda égale xi2, j'aboutissais à une contradiction. Pardon? Oui, si vous voulez. Oui, mais en fait, de toute façon, ce qui est important, c'est de faire le développement limité et d'observer que lambda est semblable à xi2 moins a sur 2. C'est ça l'information importante. Donc après, qu'on l'écrive lambda 2 moins xi4, et lambda 2 moins xi4, c'est toujours, vous avez raison, c'est en fait l'opérateur qui est là. C'est le d sur dt moins nu laplacien appliqué à d sur dt plus nu laplacien. C'est un d2 sur dt2 moins nu carré laplacien au carré. Hein, c'est ça, c'est cette structure. Mais en fait, dans cet opérateur, il y a un opérateur, enfin pour la détermination des potentiels inconnus, il y a une partie qui est bonne et une partie qui est a priori peut-être un peu dangereuse parce qu'il s'agit de diviser par xi2, mais ce sont des fonctions à moyenne nulle, j'ai le droit de diviser par xi2. Donc ça marche, mais juste. Moralité, on a effectivement, en tout cas pour des xi grands, bien résolu le problème. Ensuite, si j'ai des équadifs, enfin bon, si j'ai un problème et que j'ai l'unicité et que ça marche pour xi grand, on peut se douter que ça marche, que le problème est bien posé. On peut même démontrer des choses comme ça, mais enfin, je vais vous épargner des arguties spectrales et topologiques qui n'ont pas grand intérêt. Alors donc, l'unicité, pour montrer que le problème est bien posé, peut se vérifier par le calcul, mais elle peut se voir directement, parce que pour un problème linéaire, l'unicité, ça veut dire quoi? L'unicité, ça veut dire que n0 et n1 nul entraînent que n est nul et v nul. C'est ça l'unicité pour un problème linéaire. Alors vérifions que le noyau est réduit à 0. Eh bien, on sait ce que l'on doit faire. C'est l'analogue de ce que l'on fait pour l'unicité pour les jeux à champ moyen. Je prends ce système d'équations, je multiplie cette équation par V, et je multiplie cette équation. C'est le contraire. Je multiplie la première équation par N et la deuxième équation par V. Et j'en déduis donc que d sur dt de l'intégrale de NV. Bien, alors les moins nu laplacien V plus nu laplacien N s'éliminent. Je récupère que c'est égal à A fois l'intégrale de N carré. Bon, et puis vous avez l'habitude, plus l'intégrale de A gradient V dx. On voit bien la démonstration de l'unicité pour les jeux à champ moyen sur le problème linéarisé, on voit bien ce que ça donne. C'est une identité d'énergie pour l'intégrale de NV. Et donc maintenant, si j'intègre entre 0 et grand T, j'en déduis que l'intégrale de 0 à grand T de l'intégrale en x de n carré plus l'intégrale de A gradient V égale dx est égal à 0. Bon, parce que j'intègre de 0 à grand T et que aux deux bouts, n s'annule. Bien ça, j'en déduis, puisque A est strictement positif, on a bien vu déjà tout à l'heure que si A était égal à 0, le problème était mal posé, ou que si A s'annulait, il pouvait y avoir des problèmes.
Donc, si A est strictement positif, on en déduit tout de suite que gradient V est égal à 0. C'est-à-dire que V est une constante, mais si V est une constante, bah, vous voyez que j'ai ici l'équation de la chaleur d sur dt plus nu Laplacien n rétrograde, et je pars de 0, donc ça vaut 0. Et ça, que A soit positif ou nul, donc, entraîne gradient V égale à 0, entraîne d sur dt, et je prends simplement A positif ou nul. Hein, l'unicité peut se voir directement avec A positif ou nul. Eh bien, comme A est strictement positif, je répète ici, eh bien, j'en déduis que gradient V s'annule, je reporte dans la deuxième équation, j'en déduis que dn sur dt plus nu Laplacien n est égal à 0, avec n à l'instant grand t qui est nul, et ça entraîne que n est nul. Unicité de la solution de l'équation de la chaleur. Bon, ben voilà. Donc V est une constante. Quand j'ai dit que ça entraînait V égale à 0, c'est à une constante près. Hein. V égale constante. Là, ce problème, il est bien posé à une constante près. V, à nouveau, il est défini à une constante près. Bien. Voilà, fin de cette étude du problème linéarisé, hein, où on apprend quand même des petites choses sur le problème qui nous occupe, à savoir ce problème au debout. Avec cette particularité un peu spéciale, hein, pour A égale à 0, lorsqu'on a des Laplaciens, on a des équations de la chaleur, on se dit ça ne va pas marcher, puis on fait le calcul et ça marche pile. Bon, alors il ne me reste plus qu'à faire une dernière chose dans la demi-heure qui reste, c'est vous expliquer tout ce que je ne sais pas sur les problèmes de planification, comme je vous en ai parlé depuis quelques séances, mais en rajoutant un Laplacien. Donc là maintenant, je rajoute le Laplacien, et je vais vous expliquer. Donc on a compris en déterminer ce qui se passe, et maintenant avec qu'est-ce qui se passe avec un H différent. Donc le problème devient maintenant du sur dt. Alors, je vais mettre un demi pour des raisons qui apparaîtront plus clairement dans la suite. H de du, je regarde le problème pur, égale f de m. Je pourrais mettre des dépendances en x, le nu est strictement positif à la place du 1,5, un Laplacien pourrait être autre chose, mais enfin bon, tout ça sont des généralisations sans frais. Ce que je veux, c'est comprendre la structure de ce problème-là, et je ne sais pas le faire. Lorsque H est strictement convexe, donc H seconde, on sait déjà qu'il faut qu'il soit strictement positif, et que F est croissante. Avec la prescription, toujours pareil, hein, avec, et c'est ça évidemment la difficulté, que M est prescrite en T égale à 0 et en T égale grand T. Je suis prêt à prendre des H, des F très réguliers, je suis prêt à prendre des M0 et M1 qui bien entendu sont positifs ou nuls et de moyenne 1, c'est-à-dire des probas régulières, et je suis même prêt à les prendre strictement positives. Donc ça, c'est pas... Je suis même prêt à faire ça. Donc ce que l'on a vu, c'est qu'il fallait un H qui croisse réellement à l'infini, pas au plus linéaire, et qu'il fallait que H seconde soit strictement positif. Donc je mets H seconde strictement positif, mais ça ne suffit pas. Il faut que H aussi soit surlinéaire. Il ne faut pas que H' soit borné. On sait déjà ça. Mais, et là, étant donné un grand T, étant donné toutes ces données régulières, y a-t-il ou non des solutions? Alors, on peut aborder ce problème-là par minimisation. Et on a des sortes de solutions extrêmement faibles.
je ne sais même pas comment en déduire. Que suis-je en train de dire? L'approche par optimisation. Contrôle optimal d'équation de Fokker-Planck. Et puis, on sait qu'on peut convexifier ce problème-là en l'écrivant, en changeant de problème. Alors, donc, c'est un M H étoile de alpha, intégrale double dx dt, avec les alphas qui sont tels que dm sur dt plus nu laplacien m plus divergence alpha m égale à 0, m de grand T égale m1 et m de 0 égale m0. Les alphas sont ainsi contraints. Alors on peut reformuler ça. H étoile, c'est la fonction convexe conjuguée de H. On peut reformuler ce problème-là. On peut reformuler, disais-je, ce problème-là pour que pour que ce problème soit convexe, en introduisant comme nouvelle inconnue, comme système d'inconnues, enfin comme vecteur inconnu à la fois m et m alpha à la place de alpha, donc m et bêta, ça devient une fonction convexe en m et bêta, ça on l'a déjà vu, et puis là vous avez une contrainte linéaire sur le couple m bêta. Donc si H étoile est strictement convexe, vous avez tout de suite l'unicité. Ensuite, pour avoir un résultat d'existence, il faut que H étoile soit bien défini. Hein. Donc, si H est surlinéaire, il n'y a pas de problème. H étoile va être surlinéaire, on va avoir un peu de coercivité et on va s'en tirer. Donc l'optimisation permet de construire, de trouver un M et un alpha. Et puis, quelle régularité? On peut un peu gratouiller la régularité en jouant un peu sur les équations de Fokker-Planck, mais en général, au mieux, ce que l'on peut récupérer, c'est des solutions faibles donc ça, je ne détaille pas parce que, d'une certaine manière, existence et unicité. Et d'ailleurs, quand je dis existence et unicité, c'est vraiment une existence et unicité en M alpha, hein, pour être vraiment spécifique. Et qu'on va avoir des difficultés pour écrire les équations là où M est égal à 0, hein, parce que connaître M alpha, ce n'est pas connaître alpha, ce n'est pas connaître H' de DU. Bon, donc, il y a un candidat, mais on ne sait pas très bien ce que ça vaut. En même temps, par analogie avec le cas des déterministes, on peut se poser la question de savoir si c'est pas, en fait, cette solution, est-ce qu'elle n'est pas régulière? Et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Tu savais montrer que M est strictement positif, par exemple. Je sais, mais non, je ne connaîtrais pas la régularité. La régularité est compliquée là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai oublié un terme. Pardonnez-moi. J'ai oublié, pardonnez-moi, il manque plus grand F de M, avec grand F prime est égal à petit f. C'est le terme de... J'ai oublié ce terme-là. Ce que je veux dire, c'est que le problème d'optimisation, il est bien convexe en M et M alpha. Donc déjà, pour écrire l'équation, il faudrait pouvoir sortir alpha qui est H' de DU. Donc si M n'est pas strictement positif, on sent bien qu'il va y avoir un problème. Bon. Alors ça, c'est un peu un faux problème, parce que mais enfin on le voit même ici, c'est parce que l'énergie nous donne des informations, pensez que ça c'est alpha carré, ça nous donne des informations sur alpha, mais uniquement multiplié par M. Donc il y a bien un problème là où M est égal à 0. Bon. Si on savait que M est strictement positif,
On doit pouvoir écrire l'équation dans certains cas, mais enfin, ça peut être un peu compliqué, parce que si H croît très violemment, pourquoi H de du est fini? Alors, il y a des arguments d'énergie, il y a d'autres manières de construire des solutions faibles, ça, c'est des choses que je ne... par des principes d'énergie. Donc, solution faible via l'énergie. Donc, il y a pas mal d'arguments qui consistent à dire il y a des solutions à un certain sens qui sont plus ou moins bien caractérisées, mais la vraie question que je pose, c'est la régularité. Si c'est pour avoir des existences et une unicité de solutions faibles, on peut s'en tirer. Régularité. M strictement positif. Ce sont des questions qui sont totalement ouvertes, sauf dans un cas. Enfin, dans un cas et demi. Et donc, dans les 25 minutes qui restent, je vais vous expliquer ce cas et mentionner le demi-cas supplémentaire. Eh bien, alors, ce cas, c'est comme d'habitude, c'est exactement comme pour le principe du maximum, c'est le cas où h est quadratique. Mais exactement quadratique du bon quadratique, c'est-à-dire 1,5 de P2. Alors, le 1,5 là n'est pas important, j'aurai un nu ici, c'est simplement le 1,5 m'a arrangé mes calculs. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit la longueur de d au carré et la longueur associée au Laplacien, c'est-à-dire la longueur euclidienne. Si j'avais un autre opérateur, il faudrait que je prenne la métrique associée à cet opérateur. Même d'ailleurs, un opérateur dépendant de x, je prendrais la métrique riemannienne associée à l'opérateur. Bon. Et c'est le cas qui marche. Et là, on va démontrer que le problème est bien posé, il existe une unique solution régulière. Et ce résultat s'étend au cas. Donc, théorème. Si H est égal à 1,5 de P2, alors, il y a des conditions de croissance, Bon, alors, par exemple, F, je vais prendre par exemple F borné. Mais c'est borné par il y a des puissances polynomiales, c'est technique. Je pense qu'on n'a pas vraiment de restriction sur la puissance, mais enfin bon. F, condition de croissance. F bornée, évidemment, croissante au sens large. Donc F égale à 0 est évidemment OK. Bien, il n'y a rien d'autre à dire. Toutes les données sont régulières, entraînent qu'il existe une unique solution régulière. Et la remarque, c'est que ça montre c'est que si H plus exactement, je vais écrire les choses comme ceci, si H seconde, au lieu d'être l'identité, moins H seconde au point P, moins l'identité, si ça peut se majorer par une certaine constante, c'est-à-dire si à l'infini, ça se comporte comme l'identité, c'est comme si vous faisiez un développement limité en puissance de P. Hein, donc, en fait, il y a simplement besoin que ce soit quadratique à l'infini. Et la bonne quadratique. Donc, pourquoi je mentionne cela? C'est qu'on pourrait se dire, peut-être qu'il y a un miracle juste avec P2. Mais ça montre que non. Il y a des cas qui ne sont pas exactement P2 qui marchent encore. Donc ça, c'est OK. Alors ça, c'est parce que la démonstration qui est là, bien, on va l'adapter, on aura d'autres termes. On fait le calcul que j'ai déjà fait pour le principe maximum. Hein. Mais on le fait en gardant tous ces termes-là et on s'aperçoit que les termes supplémentaires, on peut les gérer. Et alors ça, c'est ultra technique, donc je n'en parle pas, je le signale. Ma conjecture personnelle,
c'est que si h seconde est minoré, disons par exemple majoré et minoré, hein, minoré par une constante, majoré par une constante, ce qu'il existe une solution régulière. L'unicité, c'est standard, c'est toujours, enfin standard maintenant, puisque c'est toujours la même démonstration d'unicité. Et la vraie difficulté là-dedans, c'est pourquoi la solution est régulière. Alors, bien, démontrons-le dans le cas du cas h égale 1 demi P2. Bien, vous vous souvenez de la transformation que j'ai déjà mentionnée, c'est que si je fais la transformation de Kohl-Hopf, je récupère dφ sur dt moins 1 demi de Laplacien phi plus f fois phi égale à 0, et que U est défini à une constante près. Qu'est-ce que ça veut dire que U est défini à une constante près? Ça veut dire que phi est défini à une constante additive près. Je peux rajouter à U une constante si j'en ai envie. Ça veut rajouter une constante à U, c'est multiplier phi par une constante positive. Donc je peux normaliser phi à une constante multiplicative près pour que l'intégrale de phi carré dx dt soit égale à 1. J'ai le droit de faire ça. C'est une normalisation. Bien. Et puis, souvenez-vous, si je prends m égale phi fois qui, eh bien, la deuxième équation, dans le cas h égale 1 demi de P2, devient moins dqi sur dt, moins 1 demi de Laplacien qui, plus f fois qui, et m, c'est phi fois qui, et donc le voilà. Et quelles sont les conditions que j'ai maintenant? Donc là, tout est écrit au tableau. Le problème, l'approche et les approches partielles éventuelles, la transformation qui va permettre de démontrer ce théorème. À nouveau, la question là-dedans, c'est de bien avoir des estimations a priori. L'unicité est une variante de ce qu'on a déjà vu. Et là, que sait-on? On sait que phi de t, qui de t est donné, est égal à m1, et on sait que phi de 0, qui de 0 est donné, est égal à m0. Alors pour simplifier, je vais prendre f égale à 0, qu'on voit bien les choses. Si f est borné, ça ne change pas grand-chose. Pour qu'on comprenne bien comment ça marche. Donc f égale à 0 pour simplifier. C'est vraiment pas important. Après, s'il y a des croissances, il faut travailler. Alors, je vous explique comment ça marche. F égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? On a une équation de la chaleur pour phi. Et j'ai une borne L2 en espace-temps. Bien, si j'ai une borne L2 en espace-temps et que j'ai une solution d'équation de la chaleur, phi, et que phi est strictement positive, ça veut d'ailleurs dire qu'initialement, c'est une mesure positive, bornée, mais ça veut dire que phi est borné dans toutes les normes que vous voulez pour tous les temps strictement positifs. Vous ne savez simplement pas ce qui se passe en t égale à 0. Donc le fait que ça soit une solution d'équation à la chaleur vous dit que vous ne savez pas ce qui se passe en t égale à 0, mais dès que je suis en temps strictement positif, j'ai toutes les bornes que je veux sur phi. Ensuite, qui est une solution d'équation de la chaleur rétrograde? J'ai toutes les bornes sur phi dès que le temps est positif. Donc en particulier, j'ai toutes les bornes que je veux sur qui à l'instant grand t. Et qui vérifie une équation de la chaleur rétrograde? Donc j'ai un qui est parfait au démarrage d'intervalle, je peux résoudre l'équation de la chaleur rétrograde, qui est parfait partout. Mais s'il est parfait partout, ça veut dire que le phi de 0 qui est là, il est parfait. Et donc tout est parfait. Alors donc vous voyez, on boucle, les choses sont liées. Et à nouveau, on voit bien la difficulté lorsqu'on a un h qui est non linéaire et qu'on ne peut pas faire ce changement de variable, c'est que
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est peut-être ça l'intuition la plus importante de tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est c'est que la difficulté du problème, c'est qu'on ne connaît pas U initialement. Puisqu'on a remplacé une condition initiale sur U par une condition initiale sur M. Et donc, il va falloir que le U qui est astreint à résoudre ça, pensez F égale à 0, que le U qui soit astreint à résoudre ça, mais il parte de quelque chose qui n'est pas trop mal fichu. Mais ça ne vient pas de l'équation. L'information, elle n'est pas contenue dans cette équation. Elle ne peut être contenue que dans l'équation qui est là par le fait qu'on a un couplage entre les deux problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vraiment que je sente le H' de DU. Donc c'est pour ça qu'il faut que H seconde soit strictement positif. Parce que si H' est constant, hein, H seconde égale à 0, une plage où H seconde égale à 0, ça veut dire que j'ai une zone de plat dans ma fonction convexe. Une zone de plat dans ma fonction convexe, c'est une zone où la dérivée est constante. Eh bien, si j'ai une zone où la dérivée est constante, ça ne va pas me déterminer du. Et il faut que j'extrais du du de là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de la stricte convexité et que c'est dans cette équation que je vais lire de l'information sur ce qui se passe en t égale à 0. Et donc on le voit à travers la factorisation. Ça devient particulièrement simple à travers la factorisation. Mais si je n'ai pas la factorisation, je ne sais pas comment extraire l'information. On avait vu cette difficulté avec le principe maximum, qui était peut-être encore pire, parce que là, il faut faire les choses suffisamment explicitement pour lire des principes de comparaison, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Mais là, c'est moins précis, puisqu'il s'agit d'avoir des bornes, mais même ça, on ne sait pas le faire. Donc là, je dirais qu'il y a un manque de compréhension des mécanismes de construction des solutions pour des jeux à champ moyen lorsqu'on a ce type de problème qui est notable. On ne sait pas extraire, il y a de l'information sur U, sur une partie des inconnus, dans l'autre équation. Et ça, on ne sait pas bien l'extraire. Bon. On sait le faire en déterministe parce qu'on écrit l'équation elliptique résultante, et on sait le faire dans le cas H égale 1,5 de P2. Et si on a vraiment un couplage très non linéaire, eh bien, dans certains cas, on s'en tire, pour les problèmes aux limites simples, on s'en tire simplement par des estimations d'énergie améliorées. Mais dans les cas où on veut des choses un peu plus fines, comme résoudre ce problème inverse, c'est étant donné M0, trouver U0, eh bien là, on est coincé. Alors, donc, voilà le mécanisme. Maintenant, je mets ça en forme, mais je vous ai pratiquement tout dit, hein. Donc, lorsque vous prenez, pensez Fourier, hein, phi chapeau est égal à phi 0 chapeau et puissance moins t xi 2. Mais phi est égal aussi à phi de h chapeau et puissance moins t moins h xi 2. Je suis en train de... Ouais, non. On s'en tire plus facilement. Phi chapeau égale phi 0 chapeau et puissance moins t xi 2. Je fais Fourier pour qu'on voit les choses. Et puis comme j'ai normalisé avec la normale 2, c'est particulièrement simple. Donc maintenant, je reporte dans la normalisation. J'en déduis que l'intégrale de phi 0 chapeau carré fois l'intégrale de 0 à grand T de e puissance moins t xi 2 est égal à 1. Bien. Et ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quelque chose qui est 1 moins e puissance moins t xi 2 sur t. Bah, qui me dit... qui me dit que j'ai quelques bornes sur est-ce que je me suis... Ah, c'est sur xi2 parce que c'était trop beau ce que j'obtenais. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez minorer
par une constante delta strictement positive fois 1 sur 1 plus xi2. Pourquoi, hein? Parce qu'en xi proche de 0, bah c'est de l'ordre de t, c'est-à-dire une constante, et que quand xi tend vers l'infini, c'est comme du 1 sur xi2. Donc vous pouvez majorer bien par delta 1 sur 1 plus xi2 pour xi petit et pour xi grand, et puis entre les deux, comme c'est strictement positif, en prenant delta suffisamment petit, vous êtes sûr que vous avez une telle inégalité. Donc, bref, des petits jeux d'analyse standards que je ne vous explique pas plus parce que je suis fatigué, vous assure qu'on a une minoration comme ceci. Et donc vous en déduisez que phi 0 est borné dans h-1. Phi 0 dans h-1 est majoré par c. Ouais, si vous prenez une solution d'équation de la chaleur et que vous savez qu'elle est bornée en L2 en espace-temps, elle est automatiquement bornée dans h-1 initialement. Bah oui, c'est l'énergie. Et c'est vrai dans tous les HS. Hein. Si au lieu d'avoir L2, vous avez HS, vous avez récupéré HS-1 au démarrage. C'est aussi une manière de voir les théorèmes de trace. Enfin, il y a plein de manières de penser à ça. Ou d'interpolation. Enfin, bon. Bref, standard. Bien. Mais si vous avez une borne sur la condition initiale, ça entraîne que phi de t est majoré dans tous les espaces que vous voulez par delta, si t, ou ch, si t est supérieur à h. Parce que si vous prenez une solution de l'équation de la chaleur et que vous avez une borne initialement, l'équation de la chaleur vous régularise tout instantanément et vous transforme n'importe quoi en quelque chose d'analytique. Mais il suffit de savoir que le n'importe quoi, il ne devient pas de pire en pire, c'est-à-dire d'avoir une borne sur la condition initiale. Bon, ben on a une borne h-1. En fait, comme c'est positif, il y a une borne L, hein, mais enfin bon, peu importe. Et donc ça, c'est dans n'importe quel espace. Et puis, c'est de la régularité en espace-temps. Bien. En particulier, ça entraîne, je me sers maintenant de la condition aux limites, que phi de grand t, il est aussi bon que je veux, que qui de t qui est égal à m1 sur phi de grand t, ben, il est majoré dans n'importe quel espace par une constante. Il suffit de prendre h égale t sur 2. Hein. Bon. Maintenant, j'ai une équation de la chaleur pour qui? Et donc, si vous avez un f qui est borné, bon, au lieu d'avoir n'importe quel espace, ben, il va falloir écrire les bons espaces de Sobolev, ça marche pareil. Alors, si vous avez ça, qu'est-ce que vous en déduisez? Alors, il y a d'autres manières, il vaut mieux travailler dans l'infini, mais enfin bon, peu importe. Ce que vous savez, c'est que comme c'est une équation de la chaleur, ça veut dire que qui est borné en xt dans tous les espaces que vous voulez. Parce que j'ai une équation de la chaleur rétrograde avec une condition finale régulière. Et bien donc, ça m'entraîne que les solutions sont absolument régulières. Et si ces solutions sont régulières, c'est la conclusion, entraîne que phi de 0, je l'écris en haut, pardonnez-moi, que phi de 0 qui est égal à m de 0, qui est m0 sur qui0 chapeau, est régulier. Sur qui0, pardon, est régulier. Enfin, est borné dans tout ce que vous voulez. Et puis si c'est borné dans tout ce que vous voulez, ça veut dire que phi est ce qui entraîne que phi est borné en xt dans tout ce que vous voulez, puisque c'est une solution d'équation de la chaleur. Et donc vous avez des solutions analytiques, analytiques pour t strictement positif et t strictement plus petit que grand t, en tout cas très régulière en xt du problème. Comme l'unicité est déjà vraie, le problème est parfaitement bien posé. Bon. Alors il y a des petits bouts de démonstration qui restent encore valables avec un H plus général.
Et comme je vous l'ai dit, si vous supposez que H n'est pas égal à 1 demi de P2, mais c'est 1 demi de P2 plus quelque chose d'agréable, bon, ben regardez ce que vous faites. Vous faites le changement de variable quand même, et ça vous met un potentiel qui est, disons, on va simplifier, borné. Alors il dépend de DU, il dépend de tout un cachetonnerie, mais il suffit qu'il soit borné. Et le fait que phi soit dans H-1, ça marche encore. Et on obtient le fait que phi soit assez régulier. Aussi régulier qu'une solution de la chaleur avec un problème. Ensuite, vous passez à cette équation-là. Alors vous avez des tas de termes supplémentaires. Donc c'est là où il faut commencer à bosser. Mais on arrive encore à faire tourner la mécanique. Et fondamentalement, ce qu'on fait, c'est que on base la décomposition sur le cas H égale 1 demi de P2. Puis on s'aperçoit que les termes supplémentaires, on peut les traiter de manière perturbative pour avoir des bornes. Donc il y a une certaine résistance, robustesse, pardonnez-moi, de cette démonstration dans un cadre, j'allais dire non linéaire, mais 1 demi de du carré, c'est non linéaire, hein, mais un cadre qui ne soit pas parfaitement adapté. Alors, sur ce, il reste 5 minutes, mais là, j'arrête sur ce problème. Hein. J'ai essayé de décortiquer tout ce que je savais et surtout tout ce que je ne savais pas. Alors, si on résume sur ces problèmes de planification, hein, de prescrire aux deux bouts la densité, par des approches d'optimisation, on a des solutions, on a des candidats solutions qui sont des objets peu réguliers. Dans le cadre déterministe, il y a soit le cadre du transport optimal, f égale à 0, géré par certaines techniques, soit le cas f strictement positif qu'on gère par une équation elliptique pour laquelle j'ai obtenu des estimations dures qui conduisent à la régularité. C'est d'ailleurs une estimation qui s'applique aussi au transport optimal. C'est une autre affaire, mais on connaît des choses mieux, plus simples en transport optimal, en tout cas dans les cas... Ça dépend de la géométrie, tout ça. Mais enfin bon, passons. Le problème, ce n'est pas d'améliorer ce qui est connu en transport optimal, ça je m'en fous. On connaît suffisamment de choses sur ces problèmes-là standards. Donc, transport optimal ou approche équation elliptique en xt et de la régularité des estimations à la Bernstein. Et dans le cas avec un Laplacien, eh bien, que sait-on? Bien, fondamentalement, c'est le cas quadratique ou des perturbations du cas quadratique. On a des informations sur la linéarisation qui montrent au passage que, bien entendu, il faut que H soit surlinéaire et bien entendu, il faut que H seconde soit strictement positif. Donc, on connaît les limites de ce que l'on peut attendre. Mais je dirais que la principale question dans le cadre déterministe, c'est si H seconde est strictement positif, par exemple, c'est peut-on démontrer qu'il y a des solutions régulières dès que F est croissante au sens large, c'est-à-dire peut-on marier transport optimal et ces questions F strictement croissantes? Et en fait, et là il y a une vraie difficulté méthodologique, hein, parce que les deux techniques sont antinomiques. D'un côté, en transport optimal, on se ramène à une situation qui est fondamentalement stationnaire, et que dans l'autre cas, on se sert de l'ellipticité en espace-temps. Donc comment combiner les deux? Pourtant, ça doit être vrai. Ensuite, dans le cas stochastique, c'est encore pire. Dans le cas où il y a un Laplacien, on sait encore en moins de choses, parce que pour un H quelconque, mais on ne sait pas. Un H raisonnable quelconque, c'est-à-dire H seconde minoré et majoré. Voilà une conjecture. Le résultat que j'ai mentionné devrait être vrai si H seconde est minoré et majoré, uniformément. Alors, je sais le faire pour l'identité, si H seconde est l'identité, ou si H seconde diffère de l'identité par un truc qui est en 1 sur P quand P devient grand. Voilà ce que je sais. Mais on sent bien qu'il y a un champ énorme à résoudre. J'ai tendance à penser que c'est vrai pour ce problème-là. Pour le principe maximum, je ne sais pas. Pour le principe de comparaison, je ne sais pas. Là, j'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas vrai pour un H quelconque. Mais bon, on verra bien. L'avenir, je l'espère, enfin j'en suis sûr, nous le dira.
Je clôt là l'étude de ces problèmes où on va d'une densité à l'autre densité, et j'aborde dans les 3 cours, je crois qu'il y en a 3 qui... Hein? Ah, tu as compté, toi, hein? C'est-à-dire, donc c'est mon 6e aujourd'hui, c'est ça? Waouh! Il y a des gens qui ont de la mémoire, c'est extraordinaire. Dans les 3 cours qui restent, je vais consacrer ces 3 cours à des problèmes de congestion. Congestion, c'est-à-dire là où le coût de déplacement, ce n'est pas uniquement un coût lié à la vitesse, lié à mes choix de déplacement, mais le coût de déplacement dépend aussi du nombre de gens. C'est-à-dire que ça devient très très cher de se déplacer s'il y a beaucoup de monde. Voilà. Coût de déplacement qui dépend, donc c'est des coûts qui vous incitent à ne pas vous déplacer s'il y a beaucoup de monde. Donc il y a aussi, d'ailleurs Guillaume est un spécialiste de la question, des approches de problèmes de congestion en transport optimal. Il y a une intersection avec ce que je vais vous raconter, mais ce n'est pas exactement la même approche et exactement les mêmes problèmes. Donc je précise bien qu'il s'agit de coûts lorsqu'il y a beaucoup de monde. Alors on va voir ce que ça va entraîner comme nouveau type de non-linéarité, difficultés mathématiques, et puis comme d'hab, plein de problèmes ouverts. Bon, alors, et ce sera la dernière séance. Je suis désolé, mais comme je ne veux pas trop empiéter sur le second semestre, je me permets de faire une séance le vendredi qui précède les vacances. Ça m'est particulièrement facile, ne partons pas en vacances. Donc, mais vendredi matin, je fais cours et j'ai quand même eu pitié des gens qui auront le courage de venir. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, on ne va quand même pas faire de séminaire s'il y a des gens qui doivent partir ensuite. Donc, j'espère vous voir au cours, et en tout cas, cours et pas de séminaire la semaine prochaine. Une petite pause et le séminaire pour ceux qui veulent rester.